bonsoir et bienvenue dans l'heure des questions sur rniinfo.com, votre émission d'actualité, votre émission qui traite de l'actualité mauritanienne à chaque fois avec une personnalité de choix, un invité de choix. Ce soir, notre invité, vous le savez déjà, c'est le président de la CVE. Il est docteur en communication, homme de politique connu et reconnu pour cause. Il a été plus d'une fois candidat à l'élection présidentielle en Mauritanie. La dernière en question, il a recueilli plus de 8% des voix. Bonsoir, Kane Hamidou Baba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir. Alors, je dois dire tout de suite, je présente mes excuses, en tout cas à tous qui nous regardent ici ce soir. La dernière fois, l'émission n'a pas pu avoir lieu. Monsieur Kane Hamidou Baba nous avait bien fait l'honneur de répondre à notre invitation en temps et en heure, mais nous avons eu un souci technique indépendant de notre volonté. Aujourd'hui, on va essayer de corriger tout ça, si c'est dans la mesure du possible. En tout cas, on va dire sur Allah Djabi. Tonton Kane Hamidou Baba, la première question que j'ai envie de vous dire tout de suite, comment se porte la CVE, la coalition Vivre Ensemble aujourd'hui? Eh bien, la CVE se porte relativement bien comme une coalition de partis et de structures de la société civile, de personnalités indépendantes. Naturellement, ça ne peut pas être l'effervescence d'une campagne. Et au lendemain de la campagne, nous avons tenu à prolonger cette aventure, cette expérience, la CVE. D'autant plus que dès le départ, nous avions convenu que nous n'étions pas réunis ou regroupés uniquement pour des raisons électorales ou électoralistes. Et que par conséquent, nous avions déjà une ambition, un projet dont nous étions porteurs. Eh bien, aujourd'hui, la CVE, évidemment, évolue dans un contexte difficile qui est celui de la Covid, de la pandémie. Et ceci limite, quelque part, bien sûr, nos activités. Mais cela dit, on est en train de travailler d'abord sur la sensibilisation par rapport au programme d'implantation que nous avions depuis qu'on a créé en fait depuis qu'on a mis en place notre charte, la charte de la CVE. Nous sommes en train de travailler également sur d'autres fronts, à savoir la question du dialogue. Et la CVE est prête par rapport à la question du dialogue parce qu'elle a déjà fait une contribution qu'elle a déjà soumise en fait aux différents acteurs politiques. Ok. Une fois qu'on a dit ça, comment dire, est-ce que la CVE est amenée à devenir un parti politique, en tout cas unifiant toutes les entités qui la composent à ce jour? La CVE en tant que telle n'a pas fait l'option, le choix d'être un parti politique. Mais la CVE fait de la politique et les politiques. Elle a deux branches, comme vous le savez d'ailleurs. Une branche qu'on appelle politique, une autre branche, c'est celle du développement. Et ça faisait partie aussi, disons, de l'ADN même de la CVE dès sa naissance ou dès sa conception. Maintenant, en ce qui concerne les partis politiques ou le parti politique, les partis politiques membres de la CVE qui le souhaitent peuvent bien devenir un parti unifié. Ils peuvent le faire à 2, à 3, à 6, selon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux activités principales ou deux missions principales données à la CVE. La première, c'est celle de représenter l'ensemble de ces structures en cas de dialogue politique en particulier ou dialogue national. La deuxième également, c'est que d'emblée, depuis la charte du 4 novembre 2019, nous avions convenu qu'en cas d'élection, c'est la CVE qui a la responsabilité de confectionner les listes électorales. Et nous sommes toujours dans cette dynamique. Alors, vous êtes dans cette dynamique, certains sont partis, vous nous avez dit que la CVE se porte plus ou moins bien. Est-ce que c'est suffisant pour une organisation politique? Je rectifie, je n'ai pas dit plus ou moins bien, j'ai dit plutôt bien. Ok, plutôt bien. Oui, l'alliance de cause, oui. Alors, vous dites que certains sont partis, comme on pourrait également dire que d'autres sont venus à la CVE. Vous savez, il y va un peu de l'histoire des mouvements politiques. Il ressemble quelque part en fait à des gares où il y a des voyageurs qui descendent et d'autres qui montent. Il faut souhaiter simplement que ceux qui montent soient plus nombreux que ceux qui descendent. Et je pense que c'est le cas au niveau de la CVE.
Ok, en tout cas, on aura entendu vos réponses. Les personnes qui nous regardaient, merci tout d'abord. Et je tiens à vous préciser que vous pouvez poser vos questions. Nous en avons déjà commencé à en avoir quelques-unes. On a vu le président de la CVE, Kanamidou Baba, se fera le plaisir d'y répondre à la seconde partie de l'émission. Parlons à présent du dialogue politique en Mauritanie tel qu'il a été annoncé. On sait que la CVE fait partie d'un groupe d'opposition qui prend le dialogue, qui croit. Est-ce que, jusqu'à quel niveau vous croyez à la réalité ou en tout cas à la plausibilité de ce dialogue? Écoutez, je pense que pour qu'il y ait dialogue, il faudrait qu'il y ait plusieurs acteurs qui sont convaincus, qui le souhaitent, qui le demandent, ce qui est le cas. Il y a beaucoup d'acteurs, pas seulement de l'opposition, qui souhaitent qu'il y ait le dialogue dans notre pays. Et nous pouvons dire, sans pouvoir le confirmer, parce que nous attendons là-dessus une déclaration solennelle du président de la République, nous pouvons dire également qu'en tout cas de larges segments de la majorité sont favorables également au dialogue. Et à partir de là, on peut fonder un espoir raisonnable qu'on l'appelle dialogue ou concertation. Les nuances ont certainement un sens, mais toujours est-il que là, on va dans cette direction-là. Alors, est-ce à dire que le dialogue aura lieu très rapidement? Je ne saurais le dire, le confirmer, mais je pense qu'il faut se préparer par rapport à cela et que le dialogue n'est pas seulement une nécessité, mais il doit être vécu comme une forme de civilisation. C'est cela la conviction de la CVE et nous l'avons fait savoir à tous les acteurs. Nous avons reçu également du côté des parlementaires une commission de contact dans laquelle existe à la fois des députés de la majorité, mais également de l'opposition, et qui voulaient s'assurer que tous les acteurs veulent du dialogue, sont convaincus du dialogue, ce qui est le cas. Nous n'avons pas de son de cloche dissonant par rapport à cette question. Évidemment, quel dialogue voulons-nous? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de parler ou d'invoquer le dialogue pour le dialogue. Ce que nous voulons, c'est un dialogue inclusif. Ce que nous voulons, c'est un dialogue sans tabou. Ce que nous voulons, c'est que ce soit un dialogue sérieux. Alors, une fois qu'on a dit ceci, évidemment, le diable se cache dans les détails. Alors, quels sont ces détails? On va y entrer. Est-ce que ce sont les thématiques qui pourraient être abordées dans le dialogue ou c'est la forme? Les deux à la fois. Vous savez, en politique, la forme rejoint très rapidement le fond. Je vais vous dire une chose. Nous avons connu des dialogues dans ce pays, mais pour l'essentiel, des dialogues qui tantôt ressemblaient à des kermesses et dans lesquels on trouvait des participants à ce dialogue, mais qui n'avaient pas un grand intérêt aux thématiques qui sont abordées, mais qui se prononçaient quand même sur toutes les thématiques. Je pense que c'est à éviter. Nous avons connu également des dialogues qui ont avorté parce qu'ils n'étaient pas inclusifs, parce qu'une partie de l'opposition n'a jamais voulu participer à ces dialogues, parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Ça aussi, ça pose problème. Mais je reviens un peu sur la forme. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la forme ou le fond. Vous savez. Tout se confond. Oui. D'accord. Vous savez, en 2005, quand il y a eu le changement de régime avec la chute du régime de Maouya, le CMJD avait à l'époque organisé un dialogue qui était respectable, hein, quoi qu'on dise. Mais ça ressemblait beaucoup plus tout de même à un dialogue kermesse, allé sur 3 jours, et dans lequel on avait disons, des participants qui venaient d'un peu partout et qui, ma foi, se prononçaient sur des sujets qui ne les concernaient pas spécialement. Voilà pourquoi nous, au niveau de la CVE, nous avons dit qu'il faut au moins 3 types de dialogue dans notre pays. Un dialogue national, un dialogue politique, donc sur la démocratie, et un dialogue socio-économique. Mais la base, la participation ne peut pas être la même selon ces différents dialogues. Par exemple, le dialogue sur les questions d'unité nationale et de cohésion sociale ne peut pas concerner que les acteurs politiques. Il concerne également la société civile, les indépendants au sens large. Il concerne également les communautés qui doivent être représentées en tant que telles, puisque la question de l'unité nationale interpelle en fait les rapports entre les communautés et l'État. Donc nous disons que ce dialogue doit connaître une base de participation plus élargie et on ne devrait pas en fait, disons, mélanger les serviettes et les torchons. On ne devrait pas, dans le cadre d'un dialogue dit global,
avoir un dialogue sur l'unité nationale et la cohésion sociale, avoir un dialogue en même temps sur les questions de la démocratie. Ne serait-ce que ces deux dialogues devraient être mis sur différents niveaux. Parce que le dialogue sur, par exemple, concernant la démocratie, il concerne essentiellement les acteurs qui ont vocation à faire la politique. Et que par conséquent, il ne concerne pas nécessairement les syndicats, il ne concerne pas nécessairement également, disons, d'autres forces en tout cas, d'autres forces non politiques, s'agissant par exemple du dialogue dit politique. Bon, le dialogue par exemple socio-économique, évidemment, il concerne les employeurs, il concerne les syndicats des travailleurs, il concerne également bien sûr les partis, parce que les partis sont transversaux en réalité. Ils doivent se retrouver dans toutes les formes de dialogue puisqu'ils ont comme vocation de conquérir le pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que n'importe quel acteur doit être également dans n'importe quel type de dialogue. Et puis, l'autre question, parce que vous parlez toujours, dites également la forme, parce que vous savez, le calendrier du dialogue est important également. Il faut consacrer suffisamment de temps, en fait, au dialogue notamment au dialogue sur les questions nationales en particulier. Par le passé, vous savez que c'était des dialogues plus ou moins préparés, aux résultats plus ou moins préparés, et puis en 2-3 jours, c'était plié et on sortait en fait des résolutions, etc. Je pense qu'il faut tirer les leçons des expériences passées pour que véritablement ce dialogue-là, ou ces dialogues, soient de véritables dialogues. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a esquissé un peu un calendrier, soit peut-être qu'il sera accepté ou pas, en tout cas par les autres participants, ne risque-t-on pas, vu que cela s'allonge dans le temps, que cela dure, d'autant plus que déjà des personnes ont commencé à se déclarer candidats pour les prochaines élections présidentielles? Oui, bon, s'il y a des candidats, vous me l'apprenez d'ailleurs, je ne sais pas quelles sont ces personnes qui sont prononcées candidates pour les échéances présidentielles. Mais enfin, il y en a je ne pense pas. Bon, très bien. Mais la finalité de ce dialogue, c'est de mettre en place des règles du jeu qui soient consensuelles. Il faut mettre en place des institutions qui puissent survivre aux hommes. Autrement dit, donc, cela demande du temps, cela demande également des discussions approfondies. Je pense qu'on doit se souvenir que dans les années 90, quand il y a eu ce vent de démocratie qui soufflait en Afrique francophone en particulier, on doit se souvenir que nous faisons partie des pays qui ont raté en fait, disons, les conférences nationales. Il n'y a pas eu de conférence nationale pour des raisons, bien sûr, qu'on peut également expliquer, mais mieux vaut tard que jamais. Et il faudrait quelque part que ce soit l'occasion de faire une introspection de la société mauritanienne, particulièrement dans sa frange, disons, élitiste, etc. Parce que ce sont les élites qui sont souvent à l'origine des problèmes dans nos pays. Et que par conséquent, il faut donner du temps au dialogue. Il ne faut pas avoir peur du délai qui sera imparti à ce dialogue. Évidemment, il faut que les choses soient également raisonnables pour qu'on n'ait pas le sentiment que nous sommes dans la parlotte. Entre la parlotte et le véritable dialogue, il y a justement une place pour faire quelque chose de sérieux. Ok, on aura entendu en tout cas sur votre point de vue sur en tout cas les débuts de ce dialogue qui tarde encore pour l'instant à arriver. Bientôt 2 ans que Ghazouani est au pouvoir en Mauritanie. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des améliorations ou des corrections, ce qu'il avait promis lors de sa campagne présidentielle? Bon, vous savez qu'il y a les promesses de campagne et il y a la réalité du pouvoir. Et il y a également les contingences qui font justement que entre les promesses et ce qui se fait au finish, il est plus facile d'affirmer que de réaliser que de faire. Et il n'a pas été gâté par le contexte de la Covid que tout le monde connaît, bien qu'il ait bénéficié d'ailleurs d'une période de grâce qui peut-être continue, plus ou moins longue. Ceci explique cela, il faut voir, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que dès la première année, dès l'annonce en fait de la Covid, il y a eu un programme qui a été concocté. Pardon? Oui, le programme Taouzou existait déjà, mais il a connu un infléchissement dès le mois de novembre. Ensuite, vous savez qu'également au mois de janvier, il y a eu un deuxième programme et au mois de mars, un troisième programme. On peut en inférer que les 2 premiers programmes ont été des échecs alors
ou en tout cas, ils ont tellement glissé qu'il fallait faire un troisième programme. Nous sommes dans le troisième programme du mois de mars de l'année dernière. Et on attend, on va évaluer, peut-être que donnons-nous encore quelques semaines, quelques mois, qui vont coïncider avec l'an 2 du régime de Ghazouani pour faire une évaluation. Mais nous, CVE, nous avions évalué la première année du programme du président Ghazouani et nous avions conclu que le bilan était globalement négatif. Bon, pour des raisons objectives également. Pardon? Pourquoi est-ce que vous pouvez nous en esquisser quelques points? Pourquoi vous dites que le bilan de la première année, était plutôt négatif? Oui, nous avons dit que le bilan de la première année était globalement négatif en raison, bien sûr, de l'immobilisme du régime. Au-delà, bien sûr, d'un changement dans le style, au-delà d'une capacité d'écoute que tout le monde reconnaît au président de la République, une capacité d'écoute, au-delà de ces aspects, on a raté certainement dès le départ le premier gouvernement et qu'il a fait preuve d'immobilisme. Bon, la Covid, évidemment, s'y est rajoutée. Et ce qu'on reproche à ce gouvernement-là, ce n'est pas de n'avoir pas pu atteindre ses objectifs en raison de la Covid, mais c'est que même la Covid a été mal gérée. Donc, c'est l'une des raisons majeures qui explique pour nous, en tout cas, l'échec de la première, du premier gouvernement, du gouvernement de l'an 1. Ok. Une fois qu'on a dit ça, donc on va glisser tout de suite vers la question de la COVID-19. On a vu la gestion, surtout au début avec une communication un peu tumultueuse au début. En tout cas, les choses semblent beaucoup plus gérées du point de vue communicationnel. Et puis, il y a d'autres aspects également logistiques. Aujourd'hui, les vaccins sont arrivés comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Est-ce que vous dites que c'est bien ou bien vous persistez, vous signez, comme vous venez de le dire tout à l'heure, que c'est totalement mal géré? Non, ce qui aurait dû être fait de mon point de vue, c'est que l'institution parlementaire aurait dû jouer son rôle et faire l'évaluation de la gestion de la COVID. Ce qui n'a pas été fait. Nous en avions appelé à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, parce que nous savons également que beaucoup de marchés ont été passés de gré à gré. Il y a eu des problèmes de surfacturation dans ces marchés-là qui ont été passés. Pardon? Parfait, c'est bon. On ne vous voyait pas tout à l'heure. Ouais. D'accord. Non, je disais tantôt qu'il y a eu des surfacturations et vous savez très bien qu'un parti comme Tawassoul et même l'AJD, deux partis sont retirés en fait du groupe des parlementaires ou des partis représentés à l'Assemblée. Se sont retirés en fait de ce comité de Covid parce qu'il n'y avait pas de transparence, parce que la gestion en fait de ce comité laissé à désirer et qu'on a eu le sentiment qu'il manquait beaucoup de communication pendant même cette première phase. Le gouvernement était presque relativement muet, malgré les efforts d'ailleurs qui ont été constatés au début. Malheureusement, ça ne s'est pas prolongé. Et que dire maintenant de cette deuxième année? C'est vrai, jusqu'à présent, on a l'impression que le gouvernement est muet. On n'entend pas beaucoup le gouvernement sur la question de la COVID. Ni même d'ailleurs... il n'y a pas beaucoup de communication sur la question même de ces vaccins. Vous savez qu'il y a beaucoup de doutes qui sont exprimés sur les vaccins eux-mêmes. Ces doutes traversent la société mauritanienne. Mais qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les Mauritaniens? Qu'est-ce qu'on fait pour expliquer aux Mauritaniens que justement, que ces vaccins sont utiles? Cela relève en général, en fait, de la perception individuelle ou disons de groupes des Mauritaniens, mais on ne voit pas, on ne sent pas l'État par rapport à ces questions-là. Merci. Sans compter d'ailleurs, on aurait pu dire également qu'à la différence d'autres pays, nous avons reçu les vaccins avec beaucoup de retard. Et on ne voit pas très clair en termes de perspective, même par rapport à ces vaccins, parce que les quantités qui nous sont servies ne sont loin d'être suffisantes. On ne sent même pas quels sont les objectifs par rapport aux vaccins, quels sont les objectifs du gouvernement. Mais comment dire, c'est plus ou moins quand même lisible, monsieur, quand j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, c'est le personnel soignant qui a été vacciné, dans un second temps, le gouvernement, et ensuite, maintenant, il me semble qu'on se dirige par classe d'âge, les plus de 60 ans, les plus de 50 ans, on n'est pas encore arrivé aux plus de 50 ans, mais en tout cas, les personnes les plus âgées. Je veux dire que la communication ne suit pas, même si ça, on peut le dire n'importe quel pays, ce que vous dites là. Ça, c'est du mimétisme, c'est un peu partout ce qui se fait. Mais on aurait voulu savoir
par exemple, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau des régions, au niveau de l'intérieur du pays, au niveau des zones qui a été par le passé affectées, et quelle est la quantité de vaccins, par exemple, que le gouvernement entend mettre à la disposition de la population mauritanienne. Quel est le programme? De tout cela, on est dans le flou. Ok, on est dans le flou, mais quand même, je serais obligé en tout cas de répondre à cela en disant que même en France, par exemple, qui est un grand pays avec un grand système de santé, ce n'est pas simple. Quand la Mauritanie arrive quand même à avoir les vaccins, à l'instar des pays voisins comme le Sénégal, le Maroc, bon an, mal an, est-ce qu'on ne va pas quand même reconnaître quand même qu'il y a de réelles avancées? Non, écoutez, je pense que quand on a l'ambition pour son pays, on se compare aux meilleurs, en principe. Maintenant, nous ne voulons pas être les derniers de la classe. Nous ne cherchons même pas à être les meilleurs, mais nous ne voulons pas non plus être les derniers de la classe. Voilà pourquoi nous disons ce que nous disons. Il me semble qu'il y a plus de communication dans un pays tel que le Sénégal ou le Maroc, beaucoup plus d'ailleurs, qu'ici en Mauritanie. Et ne nous parlez pas de la France parce que c'est d'autres réalités également. C'est notre réalité. En tout cas, nous qui sommes en France, parce que certains encore ne savent pas que RMI Info est basé en France, donc je profite ici pour le rappeler. Tous les jours, ils nous posent les questions. Les questions ce soir, c'est dans l'heure des questions. Notre invité, c'est le président de la CVE, Kane Hamidou Baba, homme politique mauritanien. Donc, nous allons aborder à présent le sujet dit de la décennie, à savoir l'ancien président Mohamed Abdelaziz est sous contrôle judiciaire. Il est accusé d'enrichissement illicite et de corruption. Comment est-ce que la CVE suit ce dossier? Écoutez, nous nous sommes prononcés sur ce dossier. D'abord, nous avons sorti en son temps une déclaration par rapport à l'évolution de ce dossier quand il a atteint la justice. Nous nous sommes félicités d'abord du fait qu'on ait mis en place une telle commission d'enquête parlementaire et que ça honore l'institution parlementaire et ça participe de la reddition des comptes et ça participe donc de la transparence en matière de gestion de la décennie passée. La deuxième chose également, nous avons apprécié que le gouvernement, avec beaucoup de célérité, ait transmis le dossier à la justice. Donc, c'est devenu un problème, bien sûr, pris en charge par la justice. Et nous savons que le temps de la justice n'est pas nécessairement le temps de l'opinion. L'opinion s'est montrée très, très pressée pour connaître les dessous de cette affaire. Cette affaire est toujours en cours. Elle n'a pas révélé encore tous ses secrets. Mais et ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons deux choses. La première est qu'on fasse toute la lumière sur la gestion de la décennie passée, au-delà même de ceux qui sont incriminés, qu'on fasse des audits réellement dignes de ce nom, des audits des grandes sociétés d'État de notre pays. Et ça nous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations, une opinion plus élaborée sur la Banque centrale, sur l'ASNIM, sur le fonds des hydrocarbures, etc., etc. Nous aurions souhaité qu'il y ait un audit sur les grandes sociétés d'État. La deuxième chose maintenant, c'est que nous sommes pour la présomption d'innocence et nous souhaitons également que les droits de la défense soient assurés. Autrement dit, nous nous accordons sur le principe, disons, de la présomption d'innocence. Mais cela dit, nous souhaitons que la lumière soit faite. Maintenant, j'ai un jugement sur une opinion par rapport, en tout cas, à l'ancien président. Il me semble qu'il a commis une erreur stratégique de refus de répondre à la commission d'enquête parlementaire. Parce que paradoxalement, il se fonde sur l'article 93 de la Constitution qui fait qu'un président ne peut parler ou se justifier que devant la haute cour de justice. Or, la clé pour la haute cour il n'y a pas de haute cour de justice, il n'y a pas de commission d'enquête parlementaire. Il aurait dû alors répondre à la commission d'enquête parlementaire s'il était dans la logique de la haute cour de justice. Et je pense donc que c'était déjà une première erreur, une erreur stratégique qui peut lui être également fatale. La deuxième chose maintenant, c'est que maintenant qu'il est soumis à des tribunaux en fait ordinaires, il est en train d'évoluer dans sa position. Je me demande si ce n'est pas trop tard, là aussi. Mais enfin, je ne suis pas juge,
Laissons la justice suivre son cours normal et nous attendons les résultats. Il y a un point par rapport à la justice, là encore. Il se passe quelque chose d'assez bizarre où nous avons en fait là encore une justice qui ne communique pas avec l'opinion. Je m'attendais, après les enquêtes du pôle économique, etc., de chargé des crimes économiques, je m'attendais à ce que le procureur puisse se prononcer par rapport à ça, après avoir chargé le pôle économique, le commissariat économique des crimes, etc., de mener des enquêtes. Eh bien, il était normal qu'on puisse parler à l'opinion en disant à l'opinion, voilà les faits, voilà ce qui se passe, etc. Et on devrait faire des points de presse d'ailleurs de temps en temps parce qu'une affaire qui tient en haleine toute l'opinion mauritanienne. Et les Mauritaniens sont en train de scruter, sont en train de se demander, est-ce qu'il y a un deal? Certains le disent, est-ce qu'il y a un deal? Non, ou est-ce que la justice ira jusqu'au bout? Les Mauriens se posent beaucoup de questions, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de la justice et la justice n'informe pas suffisamment sur ce dossier. Alors, que la justice n'informe pas, que les Mauritaniens se posent des questions, c'est normal et c'est peut-être normal aussi que les Mauritaniens attendent que la justice les informe tout simplement. L'ancien président crie au complot, en tout cas, il dit que voilà, les gens il n'a pas hésité même à accuser certains parlementaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça honore l'homme qu'il a été? Est-ce que ça honore la personnalité qui a représenté en tout cas la présidence nationale pendant 10 ans? J'avoue que personnellement, j'ai été parlementaire pendant 12-13 ans, mais je n'arrive pas trop à comprendre cette accusation dite de 300 millions qui auraient été distribués, etc. Je ne sais même pas d'ailleurs qui corrompt qui en fait dans cette affaire, parce que ce que je sais simplement, c'est que c'était une demande de l'opinion. Il y avait une très forte demande de l'opinion et les parlementaires ont été sensibles également à cette demande de l'opinion. Et les parlementaires de tous bords, qui ne sont pas seulement des parlementaires de l'opposition. Voilà ce que j'en sais. Et je ne vois pas très bien ce qu'un acte de corruption vient faire dans cette affaire. D'autant plus, je connais des parlementaires qui sont, je ne dirais pas incorruptibles, mais en tout cas qui ne peuvent pas être mobilisés autour de l'argent pour faire tel ou tel comment dire, pour poser un tel acte. Sauf à avoir des preuves évidentes, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas à la corruption des parlementaires. Alors, une question encore sur l'enquête parlementaire. Certains n'hésitent pas à dire qu'il doit y avoir aussi une enquête parlementaire sur d'autres événements plus anciens. Pourquoi pas les événements de 89? Pourquoi pas remonter plus haut? Est-ce qu'il faut déterrer ou en tout cas revoir tous ces pans de l'histoire de la Mauritanie pour y mettre une nouvelle lumière? Bon, écoutez, je pense là aussi qu'il y a ce que l'on veut et il y a la perception qu'on peut avoir aussi du Parlement. N'oublions pas tout de même que ce Parlement est issu d'élections de 2018 qui ont été des élections les plus bizarres dans l'histoire politique de la Mauritanie et que par conséquent, nous n'avons pas une projection, disons, représentative de la nation à travers ce Parlement. Et il ne me semble pas que ce soit le cadre idéal. Une commission d'enquête parlementaire soit le cadre idéal. Non, je pense que la question, par exemple, qui est soulevée, ces problèmes doivent être soulevés à travers le dialogue et que si le Parlement doit agir, ce doit être simplement pour légitimer, disons, pour donner une forme à des décisions qui ont fait l'objet d'un consensus. Mais je ne pense pas qu'il faille multiplier des commissions d'enquête parlementaire dans le contexte actuel. Si demain, nous avons bien sûr une représentation nationale qui est une projection de la réalité du pays. À ce moment, on peut parfaitement dire que ces questions anciennes peuvent faire l'objet de commissions d'enquête parlementaire si tant est d'ici là, ces questions ne sont pas résolues. Alors, je rappelle que les personnes que nous regardiez, on prendra vos questions tout à l'heure. On a commencé déjà à les rassembler. Ils viennent de me parvenir, Jeff Fulbe, Ousmane Ba, Jean-Ly et d'autres encore. Donc, on va répondre à vos questions tout à l'heure. Nous les avons bien notées. On va y arriver tout à l'heure. Monsieur Kanamil Baba, tout récemment, il y a eu, la police a fait un recrutement de plus de 30 inspecteurs. Des activistes et des internautes ont dénoncé une énième discrimination raciale. Selon vous, pourquoi cette situation perdure et comment faire pour y remédier? Écoutez, pourquoi cette situation perdure? C'est parce que
c'est devenu quelque chose de structurel, c'est-à-dire que ce n'est plus un aspect conjoncturel, c'est un aspect structurel qui est lié justement au phénomène que vous avez évoqué tout à l'heure. La Mauritanie, pendant ces 30 années, ça a été des années en fait perdues pour la Mauritanie, 3 décennies perdues pour la Mauritanie, parce que la Mauritanie avait des comptes à régler entre Mauritaniens. Et c'est le fait du pouvoir, en réalité. Donc, vous avez un système d'écrémage qui a fait justement que le système éducatif est ce qu'il est, c'est-à-dire un échec lamentable, qui a fait également que les recrutements sont discriminatoires, et parce que le système est ainsi formaté depuis une trentaine d'années. C'est un processus dans lequel nous sommes. Donc, ce n'est pas étonnant ce que vous dites, par exemple, pour la police. Avant ça, on l'a vu au niveau des militaires également, les 47 officiers, les sous-officiers militaires qui ont été recrutés. On l'a vu également à travers l'école de magistrature. Mais comme on peut le voir aussi à travers les nominations, c'est dire donc l'impasse a un caractère structurel. Maintenant, comment remédier à cela? Mais comment remédier à cela? Il faut d'abord que les Mauritaniens se parlent, qu'ils se parlent. Il faut que les Mauritaniens, justement, dans le cadre de ces débats, qu'il n'y ait pas de tabou et que ces problèmes soient évoqués à l'occasion également du dialogue et qu'il y ait maintenant des mesures de rattrapage. S'il n'y a pas de mesures de rattrapage, on n'en sortira pas, on ne pourra jamais rétablir les équilibres. Il y a des équilibres qui ont été rompus. Ces équilibres-là, pour les remettre en selle, il faut absolument qu'il y ait une volonté politique en se disant qu'il y a des pans entiers de la société qui sont laissés sur le bord de la route, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la diplomatie, etc. Et qu'il faut avoir le courage de mettre en place ces mesures de rattrapage. Ce sera sur 5 ans, ce sera sur 10 ans, mais il faut les faire. Parce que de toute évidence, je l'ai dit souvent, les morts ne reviendront pas. Mais que fait-on des vivants? Quand vous avez une armée qui est ethnicisée, qui est racialisée, qui est tribalisée, vous avez tout sauf une armée nationale. Et cela n'augure rien de bon. Si demain, les Mauritaniens doivent être victimes d'un coup d'État, il vaut mieux que ce coup d'État soit fomenté par toutes les composantes de la Mauritanie. C'est à ce prix seulement qu'on pourra éviter des dérapages cruels, qu'on pourra éviter de verser du sang, ou en tout cas de limiter les dégâts. Encore que l'idéal est que l'armée rentre dans les casernes et que l'armée sorte du champ politique. Je pense que ceci mérite d'être dit, d'être redit, et nous espérons qu'à l'occasion d'ailleurs du dialogue, que les forces armées de sécurité viendront au dialogue pour nous dire qu'est-ce qu'ils entendent faire de leur posture, de leur position. Pour nous dire, est-ce qu'ils veulent être une armée républicaine ou est-ce qu'ils veulent être une armée qui va s'investir dans le champ politique? Mais nous aussi, nous avons quelque chose à dire. Voilà pourquoi nous disons que le dialogue est essentiel, il est très important et qu'il doit permettre de discuter de tous les problèmes, y compris, bien sûr, ces nominations qu'on a vues. Alors, si vous dites qu'il faut corriger et qu'il faut corriger dans le temps, quelles sont les pistes? Est-ce qu'il faut faire des quotas ou est-ce qu'il faut imposer ou en tout cas y mettre forcément d'autres langues pour que tout le monde puisse y accéder éventuellement? Je vais vous dire, il y a au moins trois éléments sur lesquels je vais revenir. Le premier élément, c'est sur le partage du pouvoir. C'est le premier élément. En ce qui concerne le partage du pouvoir, vous savez que nous avons une quinzaine d'institutions à mandat. Dans la perspective de l'unité nationale, justement, et de la cohésion sociale, il faudrait que toutes les composantes, toutes les communautés se retrouvent au niveau des postes à mandat, particulièrement pour 3 postes d'entre eux, c'est-à-dire la présidence de la République, la primature et l'Assemblée nationale. Ce sont les postes phares de la République. Il ne faudrait pas que ces 3 stations soient détenues par une seule communauté. Et il faut avoir l'intelligence de mettre en place un système, appelons-le de quotas si on veut, mais de quotas souples, flexibles, qui ne consiste pas à figer les postures. Autrement dit, je ne prône pas un système de quotas à la libanaise. Encore que la constitution libanaise, quoi qu'on dise, elle a tenu pendant plus de 25 ans. Hein, le fameux pacte libanais, il a tenu pendant d'ailleurs 43 ans. Alors, c'est dire que simplement, il faudrait un système de quotas flexible si on veut, mais qui permet en tout cas de, symboliquement déjà, de s'identifier en fait aux institutions pour que les Mauritaniens
se sentent, quand ils viennent de quelque part, qu'ils se sentent plus ou moins à l'aise en se disant qu'ils sont quelque part représentés, même si c'est symbolique. Ça, c'est l'un des aspects. Ce que j'ai dit est valable aussi pour la haute administration. Dans la haute administration, il est souhaitable qu'on sente que tous les Mauritaniens sont là dans cette haute administration. Mais pour cela, pour ce faire, on a besoin d'avoir, bien sûr, un recrutement. On va revenir au recrutement sur la base de tours extérieurs. Parce que si le recrutement ne se fait qu'à l'intérieur d'un département ministériel, quel qu'il soit, puisqu'il y a un écrémage qui a été fait depuis plus de 20-30 ans, eh bien, quand on va chercher, on ne trouvera pas. Les autres communautés, on ne les trouvera pas parce qu'il y a un système d'écrémage. Donc, il faut faire un recrutement au tour extérieur. On peut fixer une règle de 25%, de 33%, mais une règle permettant justement d'asseoir les bases de la société mauritanienne et de l'administration mauritanienne et des institutions mauritaniennes sur la diversité. Parce que dans un pays multiculturel, dans un pays multinational, il faut promouvoir la diversité. Et alors, vous me dites les langues, bien sûr, il faut promouvoir les langues. Mais promouvoir les langues aujourd'hui, c'est officialiser les langues nationales. C'est officialisé. Maintenant, il faut réfléchir à un système intelligent, éducatif, en sachant que nous avons des moyens limités, en sachant également que nous sommes que 4 millions, en sachant également que le système éducatif doit déboucher sur un système productif et que par conséquent, 4 millions de personnes, c'est un quartier peut-être Bicaire, c'est un quartier de Casablanca. Bon, et il faut savoir que nous avons besoin d'ouverture autour de nous. D'où l'importance du français, qu'on le veuille ou non, l'importance de l'anglais également, comme langue scientifique, langue technique. Il faut qu'on prenne en charge tous nos héritages. Voilà, de mon point de vue, la solution. Merci. En tout cas, on aura compris vos solutions. On peut y être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est des solutions, elles sont posées sur la table. Ceux qui nous regardent, je vous rappelle que nous avons reçu d'énormes questions, beaucoup de questions, de nombreuses questions. On va essayer de les poser tout à l'heure, dans un instant, mais on va continuer encore parce que c'est l'heure des questions. On a dit on a 1 heure pour poser le maximum de questions au président de la CVE, le président Kanami Baba, notre invité aujourd'hui. On ne vous voit plus, je pense que l'écran s'est déplacé. Voilà. Oui. Donc, voici ma question suivante. Il s'agit du, c'était le 28 mars 2021. SOS Esclaves a dénoncé le fait qu'une femme soit donnée en dot lors d'un mariage à Ouadane. Que dit la CVE sur l'esclavage et de ce qui en reste aujourd'hui et comment remédier en tout cas à ce phénomène qui perdure, dont la Mauritanie est quand même accusée et mise sur le banc des accusés tout le temps? Bon, la position de la CVE sur le phénomène de l'esclavage, c'est qu'il y a plusieurs thèses qui s'entrechoquent, vous le savez. Certains niant même l'existence de l'esclavage en Mauritanie, d'autres disant que c'est un phénomène qui est très largement répandu. Nous disons, la CV dit qu'il faut mener une enquête de portée nationale sur le phénomène de l'esclavage dans notre pays. Et mener cette enquête, bien sûr, dans toutes les communautés. Et mener cette enquête justement de manière indépendante. Autrement dit, il ne faudrait pas que ce soit simplement, disons, pour le gouvernement ou je ne sais quel acteur qui dit que oui, on va faire cette enquête. Non, il faut la faire en sollicitant, s'il le faut, le système des Nations Unies. Ça peut se faire. Et avoir une enquête, non pas seulement pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, c'est pas ça la question. S'il n'y a qu'un esclave, ça mérite la peine, en tout cas, de combattre le phénomène, même s'il n'y en avait qu'un seul. Bon, mais nous savons qu'il y a des systèmes, l'esclavage obéit à un mode de production. Ce mode de production, même s'il ne se reproduit pas à l'identique aujourd'hui, mais il peut en porter les stigmates, il peut en garder les traits selon les communautés, selon les époques, selon les sociétés. Donc, par conséquent, nous savons que l'esclavage a existé d'abord dans notre pays. Nous savons également que ce n'est pas un hasard. Dans un pays où on a aboli par 3 fois l'esclavage, il y a problème. Et c'est notre cas. Par 3 fois, on a aboli l'esclavage en Mauritanie. Ça veut dire donc que ce phénomène ne tombe pas du ciel, c'est une invention. Et que par conséquent, il va falloir affronter, disons, prendre le taureau par les cornes sur cette question. Évidemment, ne soyons pas aussi démagogues, ce n'est pas un phénomène qu'on va chasser d'un coup de baguette magique. Parce que c'est ancré, c'est ce qu'on appelle les superstructures, c'est ancré dans des mentalités, c'est des comportements,
au-delà même de l'infrastructure, même si l'infrastructure a bougé, même si en fait la personne n'est plus esclave, il y a bien sûr des relations qui sont liées aux représentations mentales, collectives, qui font justement que certaines personnes sont maintenues dans une position d'infériorité au niveau de la société. Il faut bien sûr émanciper ceux qui étaient les anciens esclaves, parce que nombreux d'entre eux, parmi les anciens esclaves, sont ceux qui sont sur le bord de la route. Et il faut un mouvement global d'émancipation de la société, mais en passant aussi par l'économie, parce que tant que la personne ne dispose pas de moyens pour assurer sa propre existence, elle sera toujours soumise, comme on dit, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Mais c'est un problème réel qu'il faut combattre, que la CEVE combat. La CEVE comprend, bien sûr, que ce phénomène d'esclavage à des degrés variables, en fait, on peut le retrouver dans toutes nos communautés, mais c'est une raison supplémentaire, de mon point de vue, pour bien adresser ces questions et pour bien combattre également ce fléau. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y en a qui combattent à juste titre, la loi leur permet l'apologie de l'esclavage, différents aspects. Comment est-ce que la CVE se positionne par rapport à ces questions? Je veux dire, est-ce que la CVE va jusqu'à soutenir, par exemple, certaines associations qui, d'un coup, vont dénoncer l'apologie de l'esclavage par ici, ou en tout cas une personne qui a été traitée d'esclave ou descendant d'esclave, ou qui a été discriminée d'une façon ou d'une autre? Est-ce que la CVE se positionne, ou en tout cas, est-ce que les structures qui composent la CVE, il y en a parmi elles qui luttent justement contre l'esclavage, en tout cas, ou de ce qui en reste aujourd'hui? D'abord, la CVE est du côté des opprimés. La CVE est du côté des victimes, d'une manière générale. Donc, c'est un principe que de défendre les opprimés, même là où il y a une présomption que la personne est opprimée, c'est un principe pour la CVE de défendre. Elle est plus du côté de la victime que du côté de l'oppresseur. Ou du supposé oppresseur, yes. A priori. Maintenant, nous avons au sein de la CVE une commission des droits de l'homme. Une commission des droits de l'homme au sein de la CVE, qui d'ailleurs, ma foi, qui est dirigée par une brave dame qui s'appelle Mariam Sidibé, qui est également dans d'autres, qui travaille aussi avec Aïdi Simao, qui défend également qui défend les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont une composante très importante dans l'action de la CVE. Et en Mauritanie, on ne peut pas réellement séparer droits de l'homme et politique, parce que les violations massives des droits de l'homme sont une dimension essentiellement politique. C'est pour des raisons politiques que beaucoup de choses sont passées en Mauritanie. Maintenant, vous nous dites les structures de la CVE. Bien sûr, dans les structures de la CVE, vous avez une organisation comme Kautal, qui est très sensible à ce qui se passe, à ce qui peut se passer, notamment en matière foncière, et qui souvent a travaillé avec d'autres organisations également des droits de l'homme. Mais rassurez-vous, croyez-nous, nous avons sorti une déclaration à l'occasion de ce qui s'est passé également à Ouadane. Effectivement, diffusé sur RNIEPOINCOM. Donc nous nous sommes prononcés là-dessus. Mais nous avons dit qu'on a besoin d'une introspection sérieuse de la société mauritanienne, parce que ce sont des phénomènes récurrents et même s'ils sont anciens, nos responsabilités, nous, c'est d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Alors, donc merci en tout cas pour cette réponse. Ma dernière question avant d'arriver aux questions des internautes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Kautal Ngalmamtare, à savoir à Ferala récemment, des populations ont dénoncé les confiscations de leurs terres par un programme étatique. Pour vous, qu'est-ce que cette politique d'accaparement des terres peut provoquer à long terme? Non, elle est ancienne. En réalité, elle participe toujours de ce que je disais tantôt, des aspects un peu la spoliation des terres qui a nourri les déportations en réalité et les conséquences justement de ces déportations des années 89. Ceux qui étaient déportés sont revenus dans une situation d'infériorité en termes de rapport de force par rapport à l'État. Avec le temps, les populations n'ont pas pu récupérer leurs biens, alors que la convention entre la Mauritanie et le Sénégal disait qu'à chaque fois qu'on pouvait prouver que tel bien appartient à la communauté ou aux personnes qui avaient été déplacées ou déportées,
on doit leur restituer justement ces biens, en l'occurrence en particulier les terres. Or ici, il s'agissait de terres qui dataient de ces événements et qu'on a donné à une autre communauté, comme proposé d'ailleurs, des communautés qui sont voisines et qui sont obligées de vivre ensemble. Alors, il y a que c'est toujours l'État, bien évidemment, avec une administration qui n'a pas beaucoup changé, ni en termes de pratique, ni en termes de culture. Et autant l'État a le droit de prendre une loi, mais autant l'État a le devoir de respecter ses propres lois, ce qui n'est pas le cas. Et on a vu dans certaines localités ou même des espaces vitaux de villages étaient en fait géopardisés par les services et au nom de l'État. En tout cas, on aura compris votre réponse également sur cette question. On va passer à présent à la seconde partie de cette émission. Nous allons prendre les questions des internautes qui nous ont fait parvenir directement sur la page. Je rappelle que vous pouvez encore poser ces questions. Nous avons 15 minutes environ devant nous. Docteur Kanamidou Baba, le président de la CVE, se fera le plaisir de répondre à ces questions. Je rappelle tout simplement le principe. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises questions. On va y répondre du maximum qu'on peut. Alors, monsieur le président de la CVE, Kanamidou Baba, voici la première question. Elle a été posée par Jay Fulbe. Ma question est la suivante. Le projet d'ouvrir une télé, est-ce que vous avez toujours ce projet en tête ou qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Écoutez, il y a 10 ans, j'étais parti aux États-Unis et je donnais une conférence dans laquelle on m'avait posé la question. On venait de me refuser une radio-télévision, si vous vous souvenez. Et mon interlocuteur me disait, oui, mais à présent qu'on vous a refusé une radio-télévision, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je leur ai dit, ma réponse était la suivante, que les poulards disent, ça fait guiti, et quand j'ai fait cette analyse, je me suis rendu compte que c'est à cause de la politique qu'on m'a refusé, justement. Alors, je vais pas dire, pour ceux qui ne vont pas comprendre, vaut mieux chercher les conséquences plutôt que les causes plutôt que les conséquences. Et en cherchant cela, je me suis dit, quand j'atteindrai mes objectifs en matière politique, si ce n'est pas moi, quelqu'un comme moi pourra avoir une radio ou une télévision, et c'est l'essentiel pour moi. Ok, la réponse, elle est là. J'espère que vous avez reçu la réponse à votre question. Il y a Mamadou Laminba qui vous pose la question suivante. Quel rapport avez-vous avec Biram Ould Abeid? Et pourquoi l'opposition ne se réunit pas? Vaste question, j'ai envie de dire. Je réponds à la deuxième question. Pourquoi l'opposition ne se réunit pas? Pour le rassurer que l'opposition est en train de se réunir. Et tous les segments de l'opposition sont en train de discuter ensemble pour essayer de parler d'une même voix, en tout cas à défaut pour trouver un consensus large. Maintenant, mes rapports avec Biram Ould, c'est les rapports entre hommes politiques qui défendent les mêmes valeurs, qui défendent les mêmes causes, même s'ils ont des méthodes différentes. Ok, donc c'est votre réponse et on passe à la question suivante, celle de Dia Abdourahman qui vous dit Monsieur Kanamidou Baba est toujours dans l'ombre après les périodes électorales. Bon, on n'est pas en période électorale, je rassure tout le monde, je pense. Que dites-vous? Bon, je ne sais pas que répondre à cela parce qu'on ne peut pas être tout le temps aussi dans l'euphorie d'une campagne électorale. Je pense qu'il y a un temps pour les périodes électorales et s'il regarde bien, il saura que Kanamidou Baba n'est pas le seul dans l'ombre après les périodes électorales. S'il regarde bien. Merci pour cette réponse. On a Abdullah Alpha Junior qui nous pose une question fleuve. Je ne peux tout simplement pas lire, je suis désolé, c'est très long. Parce que peut-être qu'il faudra écrire à M. Kanamidou Baba. Donc, écrivez à RMI. Nous ferons le plaisir de lui faire parvenir la question. Il pourra y répondre. Mais le temps nous est vraiment très court pour répondre à cette question. Vraiment désolé, elle est trop longue. C'est une question fleuve. Je pense que ça appelle tout un programme ou toute une conférence. Désolé, je vais devoir passer. Alors, très bien. Il y a Mohamed Lemine qui nous pose la question suivante. Je ne sais même pas si c'est une question. Racisme d'État et discrimination notoire que vivent les Noirs mauritaniens. Bon, je pense que c'est une affirmation plutôt qu'une question. Donc, on va passer. Sauf si vous voulez y réagir.
La réaction, elle est simple en réalité. Les discriminations crèvent les yeux en réalité. Et si c'est les discriminations raciales, et si l'auteur c'est l'État, il y a bel et bien racine d'État. Ok, donc il y a une question qui revient, mais vous avez déjà répondu. Pourquoi M. Khan n'a pas renouvelé son projet de télévision après que la APA, auprès de la APA, vu qu'il y a l'opportunité? Donc vous avez déjà répondu à la question, il me semble. Sauf si vous voulez rajouter. J'ajoute simplement que, vous savez, la dernière fois que la APA a lancé un appel d'offres, un dossier d'appel d'offres, mais c'était calé sur 3 semaines. Sérieusement, est-ce qu'on prépare un projet de télévision en 3 semaines? Sérieusement. Et d'ailleurs, ça a été infructueux. On s'y attendait, mais ils sont en train de reconduire la même erreur. Au lieu de faire ça sur 3 semaines, ils ont relancé l'avis d'appel d'offres et ils ont donné 5 semaines. Je pense qu'ils n'ont toujours pas compris ce que c'est qu'une télévision. Ah, bon, en tout cas, c'est une grosse structure, ce qu'on va appeler une télévision. Bonne chance, en tout cas, aux postulants. Et puis, on va en reparler si nous avons, en tout cas, une nouvelle chaîne qui apparaît sur nos écrans dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Il y a Mamadou Malé, ou Mamadou Mal, désolé si j'écorche sur votre nom, qui vous pose la question suivante. À l'heure où en Mauritanie, il y a des problèmes de pauvreté et des problèmes liés à l'accès aux soins, aussi à l'éducation, on a l'impression que personne n'a de réponse à ces problèmes. Donc, ils mettent en avant d'autres sujets. Je ne sais pas quelles sont les bases de cette affirmation, mais il pose des problèmes de vie ou même de survie en réalité. Et je pense que je l'invite à relire mon programme de campagne. J'avais 4 priorités. La première, c'est de l'alimentation. La seconde, c'est de l'éducation. La troisième, c'est de la santé. La quatrième, c'était la gouvernance. Alors, donc, il doit se retrouver en tout cas dans mon programme à partir du moment où il estime que ce sont des questions essentielles. Moi aussi, un pays, en fait, qui doit chercher à l'extérieur pratiquement plus de 70% de ce qu'il mange à l'intérieur, c'est un pays très dépendant. Et je pense que la COVID, justement, parmi les leçons à tirer de la COVID, c'est de fouetter, c'est de booster justement l'agro-industrie dans notre pays. Et d'ailleurs, si le ministre de l'Agriculture, en tout cas des Affaires liées à, en tout cas, l'agriculture et l'élevage, dit que si les Mauritaniens se mettent massivement à l'agriculture, on atteindra l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est une phrase en l'air ou vous pensez que l'État met quelque chose en place pour que cela arrive? Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Théoriquement, il a raison. Théoriquement, il a raison. On a ce qu'il faut, on a les terres, on a l'eau, on a le soleil, mais qu'est-ce qui manque? Ce sont les facteurs de développement. Et puis, il faut avoir une autre culture alors dans le rapport qu'on peut avoir avec ceux qui produisent, pas les spéculateurs, mais les paysans. Il faut avoir une caisse de crédit également qu'on met à la disposition de ces paysans-là et qu'on ne les mette pas avec des spéculateurs et qu'on ne donne pas de crédit à des gens qui, nominativement, ont des superficies, mais ne les cultivent pas. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler et il faut bien sûr qu'il y ait la machinerie pour qu'on ait agricole, pour qu'on ait évidemment l'autosuffisance alimentaire. C'est possible de l'avoir à travers peut-être même une seule région du pays, c'est possible de le faire, mais à condition justement qu'on joigne le geste à la parole. Alors, du côté de la régie, on me dit qu'il y a une avalanche de questions qui tombent. On va les poser jusqu'à 0 pile et puis on va arrêter. Donc, il y a la question de Hamad Wad qui vous dit que la vallée reste toujours martyr car l'expropriation continue, l'État ferme les yeux. Alors, la seule solution qui reste, c'est l'affrontement. Bon, je pense que c'est un gros mot. Pensez-vous que vous êtes complice de toute, et ainsi que toute l'opposition de par votre silence? D'abord, si on est complice par le silence, donc nous ne sommes pas complices. Je pense que chacun sait l'importance que nous attachons évidemment aux problèmes fonciers, aux questions foncières. Nous avons fait des études, nous avons fait des missions, nous avons parlé aux plus hautes autorités sur les problèmes justement fonciers, et ça explique en partie d'ailleurs ce qui a conditionné le divorce entre moi et l'ancien président. Mais c'est trop long à dire, c'est trop long à expliquer dans le cadre d'une émission. Je pense simplement qu'il manque d'informations. Mais on peut tout nous reprocher sauf d'être complice.
Alors maintenant aussi, moi, c'est votre sentiment que je peux avoir. Durant la dernière décennie, vous avez quand même passé beaucoup de temps à essayer de faire les ponts entre l'opposition et le pouvoir. Vous êtes investi beaucoup personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui est en train d'être dit avec la commission d'enquête, même si la présomption d'innocence est de mise, est-ce que vous êtes déçu? Je n'ai pas entendu la dernière phrase. La dernière phrase, c'est aujourd'hui, est-ce que vous, je disais avec toute la commission d'enquête qui est en train de se mettre en place, vu votre rôle, en tout cas, de pont entre l'opposition et le pouvoir durant les 10 dernières années passées, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déçu? Bon, écoutez, moi je suis un homme politique de nature optimiste, en réalité. Je pense qu'on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre. Et je fais mon devoir, en tant que citoyen tout court d'ailleurs, je fais mon devoir. Et en tant que responsable politique également, je joue mon rôle d'alerte. Je dis ce que je pense. Maintenant, on va dans ce sens-là, je le souhaite. On ne va pas dans le sens, en tout cas, j'aurais dit, moi, ce que j'ai pensé à un certain moment donné. Les gens le font, ne le font pas, c'est une autre histoire. Mais la déception ne m'habite pas beaucoup. Parce que je considère que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Voilà, éternel optimiste, on l'aura compris. Il y a la question de Dahab Djibril Djagana, que nous saluons ici, qui vous dit, Monsieur le Président, quelle offensive commune en prélude du dialogue national inclusif comptez-vous faire avec, évidemment, les autres membres de l'opposition pour tirer le maximum de compromis de votre côté? Oui, ce que je crois en tout cas et ce que je retiens de cette question qui est suggestive, c'est que le dialogue ne s'obtient pas dans la facilité et que par conséquent, il faut sortir un peu ce gouvernement de sa torpeur et exercer des pressions également pour que le dialogue soit mieux ressenti par le gouvernement lui-même, par le pouvoir. Et qu'est-ce que nous comptons faire? D'abord, nous comptons nous entendre sur le dialogue, les aspects thématiques du dialogue, sur le format du dialogue. Et nous sommes en train d'étudier également quel acte allons-nous poser pour exercer aussi une pression sur le pouvoir pour que le dialogue aboutisse à des résultats concrets. En tout cas, vous avez déjà les réponses ceux qui ont posé des questions du type Mamadou Mal, qui vous remercie d'avoir répondu à sa question et d'autres encore. Je vais saluer ici Bandel Sataba. Merci en tout cas de nous suivre également. En tout cas, à toutes les personnes qui nous suivez, sachez voilà, que nous approchons la fin de cette émission. J'ai encore une avalanche de questions, mais malheureusement, l'émission est terminée. On est déjà à 58. L'heure passe vite. Monsieur Kanamidou Baba, président de la CVE, je vais vous laisser dire au revoir à nos spectateurs. Oui, je regrette évidemment. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, dans cette émission avec vous-même, Seydouane. Et merci. Je regrette que le temps qui nous ait été imparti soit court, mais c'est déjà ça. J'en suis très, très heureux. Je m'excuse auprès des auditeurs qui ont posé des questions qui ne me sont pas parvenues. Mais rien ne les empêche également de m'envoyer par écrit, s'ils le souhaitent, ou par tout autre moyen, de m'envoyer également leurs questions. Je serai prêt, en tout cas, à répondre. Je voudrais en tout cas souhaiter un bon Ramadan à l'ensemble de vos auditeurs et souhaiter également longue vie à RMI Info. Merci beaucoup, merci. L'heure des questions, c'est terminé. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de cette émission, en tout cas où vous avez la parole, où vous pouvez poser tout type de questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Et puis voilà, les réponses seront apportées en fonction, en tout cas, de la disponibilité et en fonction aussi de l'invité. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'heure des questions. À bientôt. Merci Kanamidou Baba et merci à toutes les personnes qui nous regardent. Merci, c'est moi qui vous remercie.